J'ai passé l'agrégation, ensuite j'ai fait un Master 2, c'était le DEA, mathématiques, vision, apprentissage, où il y avait, c'était très à la mode, il y avait plein de gens dans ce master, alors j'étais super contente d'être dans un gros master avec plein d'étudiants. Et ensuite j'ai fait ma thèse à Paris 5, et à la fin de ma thèse, à l'époque, c'était possible parce qu'il y avait plein de postes à l'université. J'ai eu tout de suite un poste de maître de conférence à l'université d'Orléans. Voilà. Et depuis, j'y suis restée. Voilà. La recherche que je fais de la recherche en analyse et traitement d'images. Je m'intéresse en particulier à la restauration d'images. Donc, par exemple, vous avez une image qui est altérée, dégradée par du bruit, par du flou, ou bien on a certaines composantes de l'image, par exemple certains éléments dans un spectre de Fourier, par exemple, et on doit reconstruire l'image le plus fidèlement possible à l'original, et puis le plus esthétiquement possible aussi. Voilà. Donc ça, c'est mon fond de commerce, on va dire. Voilà. Bon, bonjour, alors moi je suis Olivier Sau, je suis directeur de recherche au CNRS. Pour faire vite mon parcours, parce qu'il est plus lointain, moi j'ai aussi fait l'ENS Paris-Saclay. Après j'ai fait une thèse à Toulouse sur tout à fait autre chose, en physique des lasers. Et puis j'ai switché quand je suis arrivé à Bordeaux, recruté au CNRS. Et depuis, je suis responsable d'une équipe INRIA. Alors l'INRIA, pour faire vite, c'est un organisme de recherche dédié aux maths appliquées et à l'informatique. Et la particularité de l'INRIA, c'est qu'on fonctionne par équipe projet, c'est-à-dire qu'on assemble un certain nombre de permanents qui travaillent toutes sur le même sujet. Donc nous, c'est la modélisation pour l'oncologie, donc pour l'étude du cancer et si possible aider les cliniciens. Et donc on est à peu près une grosse quinzaine ou une petite vingtaine sur votre point de vue. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre les images qui sont prises dans la routine clinique de suivi du cancer, donc typiquement l'imagerie médicale, et puis à partir de ça, essayer de voir si, par des méthodes ou d'IA ou de modélisation mathématique, si on peut savoir si un traitement marche chez les patients, si on peut aider à diagnostiquer la maladie, si on peut, par exemple, mieux détecter les lésions pour faire gagner du temps aux radiothérapeutes. Donc, voilà, pour résumer, en gros, on prend ce qui est disponible en routine clinique et puis on essaie de construire des outils qui servent notamment aux radiologues. Donc, Olivier Mérignac, je suis radiologue à l'hôpital Bicêtre, donc médecin avec un cursus un peu particulier, médecine-sciences, c'est-à-dire que j'ai mené en parallèle de mes études de médecine un cursus scientifique. Alors comme on a des études qui se rapprochent beaucoup de la biologie, j'ai initialement commencé en neurobiologie avec des approches de génétique et de microscopie électronique. Et puis c'est secondairement, là, quand je me suis spécialisé en radiologie, que j'ai intégré un laboratoire à Toulouse, une petite sous-équipe qui faisait de la simulation de la mécanique des fluides numériques. J'ai travaillé sur la circulation du sang, évidemment, et comment on pouvait utiliser ces outils pour le pronostic des maladies, éventuellement leur traitement, les simulations de traitement. Mais voilà, parallèlement à mon activité clinique, où comme on est des grands consommateurs d'images, on va se tourner régulièrement vers nos collègues pour rechercher des outils intéressants dans le pronostic des maladies. Actuellement, là, j'ai intégré l'hôpital Bicêtre, donc j'ai fait toute cette partie de mon cursus sur Toulouse, et Paris-Saclay avec Biomaps, et on développe une thématique sur une maladie qui est rare mais grave, qui est l'hypertension pulmonaire. Et voilà comment on peut utiliser les mathématiques pour trouver des nouveaux facteurs pronostiques et savoir comment mieux soigner les gens. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Florian Bernard, je suis aujourd'hui dirigeant d'une société qui s'appelle Nureac. J'ai cofondé en fait rapidement après mes études. Moi j'ai un parcours scientifique, école d'ingénieur, doctorat. Et donc voilà, quasiment à la suite du doctorat, création de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du développement logiciel sur de l'imagerie médicale. Donc on rejoint un peu toutes les thématiques qui ont été abordées. Nous, on est spécialisé dans les maladies cardiovasculaires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir fournir des outils aux radiologues, aux chirurgiens vasculaires, aux chirurgiens cardiaques aussi, pour les aider à diagnostiquer les maladies plus vite, plus tôt, les aider dans la prise en charge des patients. Et évidemment, à terme, ce qu'on espère tous, c'est de pouvoir trouver des informations et des indicateurs un peu prédictifs du risque d'accident. Voilà.
Bon, alors, moi, je ne sais pas si ma journée est très représentative, parce que je n'ai pas pour vous parler d'analyse financière, de comptabilité, de recrutement, tout ce genre de choses. Ça, je pense que voilà, c'est pas très intéressant ici. Par contre, je peux vous parler un peu, en fait, même de mes journées un petit peu quand on a commencé la boîte, puisque au début on était 2. Maintenant, on est un peu plus d'une dizaine, donc effectivement, j'ai de moins en moins d'activités scientifiques, mais au début, ça représentait quand même la majorité de mon temps. Et la journée typique, nous, c'était traiter des données d'imagerie. Enfin, c'est toujours un traiter des données d'imagerie. Passer beaucoup de temps avec les médecins pour essayer de vraiment comprendre où est leur besoin, là où ils en sont, là où la littérature est aussi sur la connaissance de ces différentes maladies. Et donc, essayer de trouver un peu les endroits où il y a à gratter, où il y a des choses à travailler. Et là où nous, en tant que scientifiques et on va dire mathématiciens, on a notre rôle à jouer. Les informations, les traitements des images qu'on peut savoir faire et qui vont permettre de fournir aux médecins les informations dont eux, ils ont besoin dans leur routine. Donc voilà, c'est effectivement... alors nous, on n'est vraiment pas du tout dans notre coin. On essaye pour le coup d'être jamais dans notre coin et d'être beaucoup à l'hôpital et d'essayer de discuter avec le plus de médecins possible, dans le plus de spécialités différentes pour essayer de comprendre là où est-ce qu'il y a une douleur qu'on peut venir essayer de soulager pour eux dans leur routine et à la fin pour améliorer les choses pour les patients. Oui, la journée type, je sais pas, mais c'est effectivement la recherche scientifique est vraiment collaborative, évidemment, et c'est vrai qu'elle a plusieurs formes, elle revêt plusieurs formes. La première forme, c'est par exemple quand on fait la biblio, on va chercher sur Internet des articles scientifiques, donc en fait on est en lien déjà à la base avec le monde entier. Alors évidemment, on leur parle pas forcément à tous ces gens-là, mais voilà, notre recherche, on ne peut pas la faire tout seul dans son coin, elle est forcément en lien avec le reste du monde, le monde entier. Voilà. Ensuite, au quotidien, les gens avec qui on parle, donc évidemment, il y a les stagiaires, les thésards, des gens comme ça avec qui on est amené à travailler, mais aussi des gens qui sont dans l'environnement industriel, et puis des gens aussi qui sont d'autres scientifiques, mais de d'autres spécialités. Par exemple, on a eu l'occasion de travailler avec des géologues qui ont des images, par exemple, des images assez spécifiques, des images de roches en 3 dimensions, ils veulent étudier la proportion de silice, la proportion de je sais pas quoi, ou la structure du matériau, etc. Ou bien il y a des géologues aussi qui s'intéressent, qui ont des types d'images très particuliers, qui sont les images hyperspectrales. Et c'est des sujets hyper intéressants pour les imagistes. Qu'est-ce que c'est les images hyperspectrales ? Eh bien, c'est des images où on a pas seulement rouge, vert, bleu. Donc les 3 composantes rouge, vert, bleu. On a rouge, vert, bleu, mais aussi plein d'autres couleurs, quoi. En gros, pour simplifier. Et on peut avoir comme ça plusieurs centaines de couches. Donc en fait, une image, c'est plusieurs centaines d'images, les unes derrière les autres, chacune correspondant à une fréquence dans le spectre électromagnétique. Et c'est très utile en chimie parce que ça peut permettre de détecter la composition chimique d'un endroit qu'on regarde. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent... ah oui, pardon, je suis en train de digresser complètement. Excusez-moi. Voilà. Donc, alors, évidemment, quand on discute avec des gens d'autres disciplines, ça nous fait découvrir des types de problèmes qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et donc, alors, il y a parfois des difficultés pour entrer en contact. Mais ensuite, donc, déjà, c'est une source de problèmes qui sont intéressants pour les mathématiciens. Et en plus, en retour, donc, parfois, il y a des problèmes qui ne sont pas si difficiles que ça. Et puis, avec un petit effort, en fait, on apporte des solutions magiques pour les scientifiques d'en face. Ça, c'est assez agréable. Voilà. Ce que je voulais dire. Ouais, juste pour faire court, pour vous projeter, donc j'ai un bureau qui est plus ou moins chauffé, il y a des gens qui viennent me voir pour discuter à peu près tout le temps, donc ça peut être effectivement des doctorants ou même des médecins qui veulent proposer de nouveaux projets. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie de lire des articles qui ont été faits ou à la fois sur les aspects maths ou sur les aspects cliniques, et puis quand j'ai vraiment du temps, j'essaie de coder des programmes ou d'essayer des trucs par moi-même. Puis ouais, mais c'est super, hein, c'est bien, sauf le chauffage. On va partir sur une semaine type, hein, parce que
C'est-à-dire, j'ai une partie radiologue diagnosticien, ça c'est vraiment le médecin, donc je regarde des images, je vois des patients, on me pose des questions, j'y réponds, j'essaye de faire mon travail. Après, j'ai une partie radiologue interventionnelle qui est un peu différente. Là, je fais de la thérapeutique. Donc, typiquement, je vais piquer des vaisseaux pour aller placer des traitements spécifiques, par exemple pour les tumeurs, faire ce qu'on appelle de la radioembolisation. Et puis j'ai des réunions avec d'autres médecins qui me posent des questions. Puis je fais un peu la synthèse de tout ça. Et le jour suivant, je vais à Biomaps et puis je discute de ça avec mes collègues scientifiques. Et eux, ils ont des outils à leur disposition qu'ils connaissent, qui peuvent éventuellement résoudre mes problématiques. Donc clairement, moi je ne suis pas dans mon coin, j'interagis avec énormément de monde. Et c'est toujours intéressant parce que typiquement à Biomaps, on a des spécialistes de différentes modalités, de l'IRM, des ultrasons, du scanner, et c'est toujours très intéressant en fait de croiser les approches méthodologiques. Et est-ce que tu peux du coup enchaîner sur justement pour toi dans ton travail, qu'est-ce que les mathématiques t'apportent? C'est quand même à la base de tout. C'est-à-dire que clairement, c'est vrai que pour la plupart de mes collègues, ils ont le résultat final qui les satisfait beaucoup. Mais on va dire que mon rôle à moi avec mon double parcours, justement, c'est de creuser un peu et de savoir qu'est-ce qui pourrait se faire de plus et de traduire, parce que malgré tout, je reste quand même médecin avant tout. Je suis pas, mon niveau de mathématiques est quand même pas à la hauteur des mathématiciens illustres qui sont ici, mais je peux au moins traduire les besoins. Et donc du coup, c'était ça le... Oui, c'est qu'est-ce que même la collaboration avec des mathématiciens et alors, donc, du coup, qu'est-ce que la collaboration avec les mathématiciens m'apporte? Déjà, j'ai hâte de savoir si, quand je pose mes questions, est-ce qu'elles ont un sens, et puis tout simplement, oui, de pouvoir avancer. Alors typiquement, là, quand on fait de la simulation de dynamique des fluides, de la mécanique des fluides numériques, il faut pas se tromper sur les hypothèses de base. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que les solutions sont cohérentes? Voilà. Comme les mathématiques sont à la base de un peu de tous les outils que j'utilise, pour moi, c'est une palissade. Merci. Alors, vous utilisez tous dans votre travail énormément de données qui sont des données d'imagerie. Donc, votre travail repose en grande partie sur ces données-là. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà sur quel type d'image vous travaillez et leur importance dans votre travail, et quelles sont les difficultés techniques que pose l'exploitation ou le traitement de ces images? Non, alors peut-être moi je vais répondre sur ce qui me concerne. Donc moi, pour vous rappeler, je travaille sur le cancer, je travaille beaucoup sur l'imagerie de routine, donc ce qui sort des IRM, des scanners. Donc ça, c'est de l'imagerie brute, donc il y a pas mal de défauts qui peuvent venir de l'acquisition des images, des artefacts, des trucs comme ça. Donc souvent, il y a un travail de pré-traitement assez technique qui prend du temps, qui est des fois un peu fastidieux. Et après, je pense que la plus grosse difficulté, on va peut-être en reparler, c'est que, alors moi je fais un peu au sens très large des choses qui appellent de l'intelligence artificielle sur les images médicales. Quand vous faites ça sur des images qui viennent d'un seul hôpital ou d'un seul radiologue, ça marche des fois très très bien, donc on est super content. Et dès qu'on essaie de l'appliquer à 2-3 hôpitaux, ça marche plus du tout. Donc le gros défi, c'est vraiment le passage à l'échelle, c'est-à-dire de passer de méthodes mathématiques qui marchent pour un hôpital, donc pour un nombre réduit de patients, à des trucs qui peuvent servir à plus de personnes, et en fait à servir, parce que si vous avez fait quelque chose qui marche que dans un hôpital, ça sert concrètement à rien. Donc pour moi, c'est ça le gros défi. Tu peux peut-être expliquer qu'est-ce qui fait que ça marche pas quand on passe à un autre hôpital, justement? Alors, pour faire très simple, c'est que quand vous changez d'hôpital, déjà vous changez de médecin, donc ils ne voient pas tous exactement la même chose dans les images. Après, vous changez souvent d'appareil de prise de vue, donc vous changez de paramètres techniques, typiquement. Des fois, vous changez aussi alors, c'est pas la sociologie le bon nom, mais vous changez un peu les patients, hein, en fait. Il peut y avoir des pathologies qui sont plus fréquentes dans certaines zones géographiques, par exemple.
vous changez la prise en charge, vous changez plein de choses, et toutes ces variabilités font que ce qui marchait peut-être chez vous sur un nombre très limité de patients, ça marche pas du tout quand vous prenez un algo développé à Bordeaux et qui a été validé à Strasbourg. Bon, c'est des choses qu'on a faites. Donc ça, c'est un gros challenge pour nous, c'est le passage à l'échelle entre des trucs preuves de concept assez jouets mathématiques finalement. Et voilà, amener ça dans les hôpitaux, au chevet des patients, c'est vraiment ça le truc difficile. Donc quel type d'images j'utilise et quels sont les défis? Alors les images que j'utilise dans mes recherches, c'est surtout les images naturelles. Donc le plus basique, celle qu'on peut prendre avec n'importe quel appareil photo. En fait, mine de rien, il y a des défis dans ces types de photos parce que c'est des photos vraiment tout grand public. Il peut y avoir tout le monde n'est pas photographe, hein, donc alors tout est automatisé, donc les images sont pas forcément très belles. Il peut y avoir du flou, des dégradations dues au mauvais appareillage ou aux conditions extérieures. Et il y a aussi voilà, il y a aussi des choses qui font que c'est un petit peu difficile, c'est que quand on veut comparer deux images de la même chose, eh bien, les conditions d'éclairage ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, il y a un nuage qui passe, bah, ça y est, c'est plus du tout les mêmes niveaux de gris. Donc il faut pouvoir trouver des solutions qui sont robustes à des différentes conditions d'illumination. Voilà. Alors dans le projet que j'avais fait en imagerie hyperspectrale dont je parlais tout à l'heure, un défi, c'est que donc on a des images qui sont assez grosses en volume, mais finalement il n'y a pas beaucoup de pixels, parce que vous savez que si on a une très bonne résolution spatiale, on ne peut pas avoir une très bonne résolution spectrale, et vice-versa. C'est le principe d'incertitude d'Eisenberg, vous voyez. Donc en fait souvent quand on a une très bonne résolution spectrale, on a des très gros pixels où tout se mélange un petit peu spatialement, vous voyez. Donc on a des gros pixels et on aimerait voir ce qui se passe à l'intérieur du pixel. Voilà, donc ça c'est un peu les défis de faire de l'imagerie sous-pixélique quand on fait de l'imagerie satellitaire ou voilà comme ça hyperspectrale. J'ai pas grand-chose à ajouter en fait à ce qui a été dit. Nous on travaille quasiment exclusivement sur l'imagerie scanner. Et effectivement, je pense que le plus gros problème, c'est la variabilité de la donnée d'entrée qui peut être vraiment multifactorielle, la qualité de la machine, la qualité du protocole d'acquisition, le manip radio qui n'a pas appuyé au bon moment pour faire l'acquisition, et donc le produit de contraste, il n'est plus exactement où il faut. Il y a une quantité de paramètres qui soient techniques, d'acquisition, humains, qui font que la donnée est très très variable, et donc à chaque fois il faudrait recalibrer tous les modèles, ce qui est à peu près impossible à faire parce que ça rend l'outil assez inutile. Nous on a vraiment une philosophie qui est d'avoir quelque chose de complètement automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'intervention humaine, donc peu importe la qualité de la donnée qui arrive, il faut qu'on soit capable de la traiter, et qu'on soit capable de la traiter à une précision suffisante qui va satisfaire le médecin qui va utiliser ce qui est envoyé par le logiciel. Donc voilà, c'est principalement les challenges. Donc pour ça, il y a des méthodes de modélisation un peu classiques, qui est à mon avis importante juste pour comprendre comment les données elles sont faites avant d'essayer de penser à passer à des modèles d'apprentissage. Et en santé, la plus grosse difficulté pour faire ça, c'est que des données, on n'en a pas beaucoup. Des données annotées, on en a encore moins. Des données bien annotées, on en a encore moins. Qu'est-ce que tu veux dire avec annoter ? Si on veut entraîner des modèles d'apprentissage pour faire l'intelligence artificielle, il faut que à ces modèles-là, on leur dise, voilà, quand je te mets ça en entrée, il faut que ta réponse, je veux que ce soit oui, non, si on fait des modèles de classification binaire. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des jeux de données prêts avec la donnée d'entrée et la réponse attendue. Et donc si vous mettez dans vos entraînements des algorithmes, des données qui sont mal annotées, c'est-à-dire que la réponse n'est pas la bonne, ça va être compliqué de l'entraîner et qui donne quelque chose de correct. Alors quand on fait de la classification, en général, on arrive assez rapidement à résoudre le problème. Quand on veut faire des choses un peu plus complexes pour, analyser, détecter des parties dans l'image avec une certaine précision, ou sortir certains indicateurs qui peuvent être des chiffres ou des ratios, ou je ne sais quoi, là, il y a vraiment une question de précision qui se pose. Et donc si vous avez un jeu de données qui est mal préparé,
il n'y a à peu près aucun espoir qu'un jour ça arrive à marcher, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de données pour entraîner vos algos. D'où l'intérêt à un moment de comprendre comment ces données elles sont faites et de passer pas uniquement par des solutions un peu force brute comme Google peut faire avec des captcha pour apprendre à reconnaître des camions dans les images, mais voilà, des choses un peu plus complexes, et en général en plus des gens qui sont capables d'annoter correctement des imageries scanners, c'est les médecins, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à passer à annoter. Ça, je sais pas, je me tourne vers... voilà. Donc voilà, ça rend les choses assez difficiles. Olivier, je ne sais pas si tu veux rebondir sur le problème de la notation. Oui, c'est globalement, comme on a tous des semaines qui sont bien remplies, et clairement, la notation, si c'est pas vraiment genre sur notre sujet de recherche, c'est extrêmement chronophage, intellectuellement peu satisfaisant lorsqu'on le fait. C'est pour ça que vous avez du mal à avoir des annotateurs. Et en fait, pour la plupart de mes collègues, l'objectif final est tellement loin que voilà, après c'est du Pavlov. On a du mal à se motiver pour ça. Après, c'est des choses qui se font petit à petit. Il y a quand même des stratégies pour s'en passer ou faciliter les choses. Typiquement, on va commencer par mettre au point des algorithmes qui seront imparfaits, qu'on va régler de manière sensible pour détecter tel ou tel type de lésion. Et puis, il ne restera plus au radiologue à dire bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ça accélère quand même pas mal le travail de collecte de données. Et puis voilà. Après, non, mais sur les différents types d'images auxquelles on est confronté. Donc moi, du coup, par essence, c'est toutes les images qui touchent la radiologie. Donc c'est les images qui sont issues des radiographies, du scanner, de l'IRM, des ultrasons. Pour mathématiques principales, c'est plus le scanner et l'IRM. Le scanner, c'est pour extraire une géométrie du modèle dans lequel je veux faire les simulations. Et l'IRM, avec des séquences particulières, et en particulier de contraste de phase, on peut obtenir des débits, ce qui vont permettre de nourrir les simulations. Mais bon, après, j'ai aussi des sujets en radiographie. Alors, je comprends ce problème qu'on a à collecter des données. Typiquement, on avait travaillé sur un gros set de données chinois de radiographie de thorax, et on s'est heurté au problème d'overfitting, c'est-à-dire que toutes ces données venaient du même centre, et lorsque j'ai essayé d'appliquer ça à mes petites radiographies qui venaient de Toulouse, forcément ça marchait pas. Et juste sur quelque chose de tout bête, c'est-à-dire que si vous voulez, l'air sur la radio, ça apparaît tout noir, et en Chine, ils recadraient toute la radio, et nous, non. Et lorsqu'on n'a pas d'infection, le poumon, il est plus noir. Donc toutes nos radios, ils disaient qu'il n'y avait pas d'infection, parce que comme elles n'étaient pas recadrées. Voilà. Donc ça, c'est là rien que la normalisation en fait des images et toutes les stratégies qu'on peut faire pour homogénéiser, avec des choses sexy comme les GAN maintenant qu'on peut utiliser pour harmoniser la donnée. Voilà, c'est des approches qui sont très intéressantes, et moi en tant que médecin-chercheur, voilà, c'est palpitant de travailler avec les mathématiciens pour ces raisons-là, quoi. C'est-à-dire que voilà. Merci. J'aurais aimé maintenant qu'on parle un petit peu de IA, donc intelligence artificielle, puisque tout le monde parle de ça déjà depuis pas mal de temps. Que moi, je vois par exemple les étudiants qu'on a à Bordeaux, qui sont les étudiants en maths appli, sont très demandeurs, très friands de voilà, est-ce qu'on va faire du machine learning pendant le master, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'impact de l'IA, notamment dans ce que vous faites, vous, en fait? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que ça va tout régler, etc. Et quelles sont les difficultés qui sont quand même liées à l'utilisation de ces méthodes-là? Alors, à tout régler, j'y crois absolument pas. Pour nous, ça reste un outil quand même très puissant, c'est clair. On l'utilise beaucoup.
Mais voilà, ça va pas tout régler et je pense qu'il faut faire un petit peu. Enfin, on y va aussi avec beaucoup de précautions sur les promesses qu'il y a derrière. Parce que, comme on disait juste avant, l'IA, ça s'entraîne avec. Il faut des données d'entrée qu'on a préparées et ça veut dire qu'en fait, ça aura du mal à faire vraiment mieux que l'humain qui aura préparé les données derrière. Donc, je pense que déjà, ça c'est un principe qu'il faut avoir en tête. Et après, non, je pense que ça réglera. Donc pour cette raison, ça réglera pas tout. Ça réglera pas tout parce que les algos, ils sont toujours imparfaits. Donc on continuera à avoir des erreurs dans ces algos-là. Mais ouais, ça reste un outil très puissant, notamment pour essayer de gérer toute cette variabilité, où ça peut quand même aider à absorber tous ces défauts sur les données d'entrée, peut-être beaucoup plus facilement que certains modèles mathématiques qu'on peut designer. Après, moi, je pense que quand même cette compétence parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils pour entraîner des algos qui sont vraiment super accessibles, où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une compétence mathématique particulière. Maintenant, je pense que ça reste fondamental de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et là, c'est quand même des choses déjà un peu plus complexes. Et je pense qu'une des clés, à mon avis, pour arriver à construire des IA qui sont pertinentes, c'est de bien connaître la donnée qu'on manipule. Et là, être capable de la modéliser d'une autre manière, créer des données synthétiques, par exemple, pour essayer de reproduire des données qui sont un peu vraisemblables, je pense que c'est un point assez clé pour le développement de ces algos-là. Donc voilà, je pense que on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Faut pas se tromper, à mon avis, de promesses derrière. Et ouais, il faut être quand même assez vigilant. Des exemples d'intelligence artificielle qui, soi-disant, marchaient très très bien et qui faisaient des gaffes monumentales, ça existe, il y en a beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même rester assez prudent avec ça. Alors concernant les images naturelles, c'est vrai que tout ce qui est deep learning a fait exploser quand même les performances de tout ce qu'on arrivait à faire jusque-là. Par exemple, en restauration d'images, on a eu l'état de l'art qui arrive grâce à ce genre de méthode. On arrive à faire des choses qui sont assez extraordinaires pour l'heure. La dernière trouvaille étant un truc diffusé par Google, je crois, c'est Stable Diffusion. On met un petit texte, quelques mots qui décrivent une image qu'on a en tête, et puis il travaille quelques secondes et pouf, il vous synthétise une image qui correspond au texte. Alors, ça marche pas toujours très bien, mais il y a des images assez extraordinaires qui arrivent comme ça. Donc faire le lien comme ça entre un texte et une image, on n'avait jamais réussi à faire ça aussi bien. Voilà. Donc c'est clair qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. En termes mathématiques, ça reste un chantier dingue parce qu'il n'y a aucune garantie. Voilà, on en est vraiment au début, quoi, d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est des promesses. Alors, est-ce que c'est des promesses? Voilà, ça marche souvent. En tout cas, pour l'image naturelle, on n'a pas le problème des données. Les données, on en a trop. C'est qu'à aller sur Internet. Voilà. Et donc voilà, c'est quand même une promesse d'une nouvelle gamme de méthodes qui peut bien marcher. Voilà. Alors ensuite, les matheux ont justement un rôle à jouer pour définir des garanties, pour étudier des choses, jusqu'où ça peut aller, jusqu'à la prochaine marche où il y aura une nouvelle méthode qui marchera mieux que les précédentes. Voilà. Donc à titre d'exemple. Donc je co-encadre une thèse CIFRE où on fait de la détection d'anomalies dans les images industrielles. Donc en gros, on a des images d'éoliennes et on doit trouver les fissures sur les pales, d'accord, les fissures, l'érosion, enfin toutes sortes d'anomalies. Et pour ça, l'idée c'est que on va utiliser des auto-encodeurs. Enfin, pour l'instant, on en est là. Et donc c'est quelque chose qui enlève toutes les anomalies et du coup, ça reconstruit une image simplifiée. Et ensuite, on va comparer avec l'image de départ et on va voir si justement dans l'image qui reste, il reste plus que l'anomalie. Voilà. Alors en vrai, pour l'instant, ça marche pas du tout, mais voilà. Non, mais c'est des choses qui existent déjà dans le secteur de la détection d'anomalies qui marchent bien. Voilà, il suffit qu'on y arrive. Voilà.
Ouais, alors moi, je veux dire qu'en 2016, il y a un des papes de l'IA qui s'appelle Jeffrey Hinton qui a dit qu'il fallait arrêter d'entraîner des radiologues, ça ne servait à rien, l'IA allait les remplacer. Donc je suis désolé de t'apprendre ça aujourd'hui. Alors, évidemment, ça ne marche pas du tout. On l'a vu au moment du Covid, il y a eu pas mal de papiers qui ont fait un peu de bruit. On a regardé toutes les méthodes d'IA qui ont été développées pour le Covid, à la fois pour le diagnostic et pour prédire la sévérité, parce que vous savez qu'une des problématiques, c'est prédire les patients qui vont se dégrader vite. Et la conclusion de ces papiers, c'est que rien ne marche, concrètement. Pour autant, il y a eu des milliers de papiers, je peux vous garantir que j'en ai lu peut-être pas une centaine, mais quand même beaucoup. Donc il n'y a rien qui marche. Et donc voilà, il faut rester modeste par rapport à ce que peut faire l'IA. Et ensuite, il y a une question derrière qui est quand même un peu généralement stupide, c'est que l'IA va jamais être la chose qui va prendre la décision à la place des médecins. Il y aura toujours des médecins pour prendre les décisions. Et donc le rôle de l'IA, c'est de... Alors je vous préviens, c'est une analogie pourrie, mais je la recycle tout le temps. Et je pense que le rôle de l'IA, c'est d'essayer de faire des sortes de vélos pour les radiologues. L'image est nulle. Pourquoi des vélos ? Parce que je pense que le rôle de l'IA, c'est de permettre aux radiologues ou aux médecins en général d'aller plus loin en prenant moins de temps. Donc voilà, ça va réduire le temps qui passe sur des tâches qui sont un peu fastidieuses, la segmentation, ou des fois peut-être leur ôter un peu de doute. Et l'objectif, c'est plutôt de leur détacher du temps qu'ils pourront passer auprès des patients. Là, on n'est pas du tout dans l'espèce de fantasme dystopique qu'on voit de temps en temps sur le fait qu'il n'y a plus besoin de médecins, on va faire de la télémédecine avec un gars qui va centraliser tout ça, et avec des algos d'IA, on va avoir des diagnostics automatisés. Je pense que ça, c'est... Alors, il y a des gens qui vendent ça, mais c'est illusoire. Mais voilà, je pense que l'IA à court terme, il n'y a rien qui marche, il y a très peu d'essais cliniques qui sont concluants. Donc voilà, il faut se calmer sur les impacts à court terme. Par contre, à long terme, c'est clair que ça va changer entièrement un certain nombre de professions médicales. Donc évidemment, la radiologie, qui est peut-être la spécialité la plus proche au niveau scientifique de nous. Et puis les anapathes, les radiothérapeutes, enfin, les oncologues, de façon évidente. Donc l'avantage quand on fait des maths et qu'on travaille là-dedans, c'est que potentiellement, on a quand même des applications super concrètes sur le futur de la médecine, même la formation des médecins. Et donc, à titre personnel, moi, je trouve ça très gratifiant. Donc, si vous hésitez entre faire des maths où on monte des théorèmes qui servent à rien et puis faire des maths qui servent au cancer, n'hésitez plus. Voilà, c'est la fin de la pub. Bon, je suis encore là. Bon, voilà. Je vais commencer par remonter le moral de mes collègues, parce que je suis un peu plus optimiste quand même sur l'IA. J'ai pas peur de disparaître, hein, mais c'est déjà sur les performances. Donc on peut faire travailler des algos sur des données qui sont bien annotées, voire très bien annotées, voire extrêmement bien annotées. Et ça, pourquoi aussi les radiologues ils rechignent à annoter des données, c'est que voilà, ils se sentent un peu coupables de faire ça à la va-vite. Alors que quand vous avez 25 scanners à interpréter, qu'il y a le téléphone qui sonne, que vous avez votre étudiant qui vous demande, voilà, la qualité de l'interprétation ne sera pas forcément optimale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a au moins 2 personnes qui interprètent l'examen, et puis après qu'on a des réunions pour savoir si le résultat qu'on a donné il est cohérent avec le reste. Donc on peut quand même se dire qu'on va entraîner des algos avec des données d'extrêmement bonne qualité pour avoir au final des réponses de très bonne qualité très rapidement. C'est-à-dire que typiquement, il y a quelques années, une belle publication dans New England, ou je ne sais plus quelle revue magnifique, qui disait voilà, l'algorithme d'intelligence artificielle arrive à faire aussi bien qu'un anapathe expert. Donc il y avait les mathématiciens qui étaient là, vous voyez, on fait aussi bien. Il y avait les médecins qui disaient, ils font pas mieux. Oui, sauf que l'anapathe expert, il est passé 2 heures sur la lame. Alors que le programme, en 0,6 millisecondes, il donnait sa réponse. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je pense que quand même, il y a vraiment une carte à jouer. La deuxième chose, ça rejoint un peu, c'est sur le fait, c'est les erreurs. Donc voilà, nous, on en fait dans la pratique quotidienne. Et donc, au final, si un algorithme n'est pas parfait, c'est pas grave. S'il fait moins d'erreurs qu'un radiologue dans sa pratique courante, voilà, peu importe. Hein. Bon, derrière, il y aura un radiologue qui assurera la responsabilité de la décision, et donc on est bien. Ce qui est surtout important pour mes collègues médecins, c'est de comprendre les limites en fait des outils. C'est-à-dire que voilà, on les a entraînés sur une situation qui est très spécifique, et c'est pour ça que je ne vais pas disparaître. C'est que des problématiques très spécifiques, il y en a une infinité.
Et donc le temps qu'on développe une infinité d'algorithmes pour résoudre toutes ces problématiques, voilà, clairement j'ai encore ma place. Et puis après, est-ce que c'est l'avenir? Donc vous avez compris que malgré tout c'est quelque chose d'assez difficile, que ça va prendre du temps, etc. Et je ferai un parallèle avec la biologie. Avant Watson et Crick et le prix Nobel là, sur l'ADN, tout le monde travaillait sur les protéines. Et déjà, tout le monde était extrêmement content d'avoir trouvé les protéines. Alors, les gens passaient des mois, voire des années à décoder la séquence d'une protéine. Puis bon, c'était l'avenir. À l'époque, on demandait est-ce que les protéines, c'est l'avenir? Oui, c'est l'avenir. Puis voilà, est arrivé l'ADN et on décodait l'ADN. Et voilà, en 2 semaines, on avait. Enfin, maintenant, en un jour, on a tout un génome. Enfin, j'exagère, donc oui, voilà, peut-être qu'on aura une autre évolution technologique qui fait que l'IA va se transformer, parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que IA, c'est un terme un peu fourre-tout, dans lequel on a des choses qui sont très classiques, comme des techniques de régression linéaire, etc., ou du deep learning. Donc oui, c'est l'avenir. Peut-être juste pour alimenter un peu dans ce sens-là aussi, une des applications en intelligence artificielle qui commence à avoir un petit peu de maturité maintenant et qui est sur le marché en radiologie, c'est pour tout ce qui est fracture. Et en fait, la promesse au début, à l'arrivée de ces algos-là, c'était réduire le nombre d'erreurs dans la détection de fractures et faire gagner du temps aux radiologues. C'était un petit peu les deux choses sur lesquelles tout le monde insistait et disait « ouais, l'IA, ça va changer tout ça ». Alors maintenant, ça fait quand même 2-3 ans que les premiers algos sont arrivés sur le marché, donc on commence un petit peu à avoir un petit retour d'expérience de exactement à quoi ça sert et où sont les gains. Et il se trouve que dans les études qui ont été faites, le gain de temps, il est à peu près 0. La réduction d'erreurs, elle est peut-être pas 0, mais elle est très faible. Par contre, là où ça aide, c'est la diminution de la recherche cognitive pour le radiologue, parce qu'il sait qu'il a un deuxième œil qui va regarder quasiment instantanément, et que voilà, ça amène un petit peu de confort. Alors, je sais pas, je parle sous ton contrôle, mais et finalement ça a été ça le gain. Donc encore une fois, il faut pas non plus se tromper de promesses avec ces outils-là, mais c'est évident que ça va apporter beaucoup de choses à l'avenir. Ok, bon, on pourrait encore en parler pendant pas mal de temps, mais on va passer à une partie qui vous intéresse particulièrement, certainement, qui est quels sont les métiers pour les mathématiciens autour de l'imagerie et des applications médicales. Donc, est-ce que vous pouvez, un petit peu, selon votre expérience, raconter un peu les étudiants que vous avez croisés, qu'est-ce qu'ils sont devenus et quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment des mathématiciens, et notamment quelle est la spécialité la plus recherchée, ou quel type de spécialités sont recherchées et quel type de diplômes aussi sont recherchés? Moi, les étudiants en mathématiques que j'ai rencontrés, le débouché que je vois beaucoup, mais j'ai un biais, c'est les ingénieurs d'application, en fait, des fabricants de machines. Et donc, les ingénieurs d'application, en fait, c'est les personnes qui accompagnent la mise en place et l'utilisation des machines et qui viennent expliquer les limites de telle ou telle modalité et parfois optimiser les paramètres. Et il y en a qui ont vraiment des backgrounds et des cursus qui sont extrêmement différents, avec des profils recherche et qui nous sont très utiles. Donc moi, c'est les étudiants, c'est le débouché que j'ai vu très pratique sur. Voilà, je fais des études en mathématiques, j'ai un certain niveau, et comme voilà, par exemple sur l'IRM, vous avez 2-3 prix Nobel qui font tourner ces machines, il y a de quoi, sur quelques problématiques spécifiques, avoir un peu de satisfaction intellectuelle lorsqu'on les résout. Voilà. Alors, pour faire vite, je pense que les étudiants, en tout cas qu'on prend, ils n'ont aucun problème d'emploi, de chômage, quoi. Ils trouvent tous un boulot très très vite. Alors, pour résumer, je pense qu'il y a en gros 3 tiers. Il y en a un tiers qui va dans l'académique, donc qui fait à peu près le même métier que moi.
il y a un tiers qui part enseigner, et les gens qui sont plus intéressés par le privé, ils n'ont donc aucun problème pour trouver des emplois. Alors ça peut être... c'est vrai que souvent, c'est autour de tout ce qui est machine learning, deep learning. Ça peut être sur des thématiques qui ne sont pas forcément le médical. J'ai une ancienne étudiante qui travaille à la Banque de France, par exemple. Il y en a d'autres qui sont des startups du numérique, qui regardent, par exemple... j'en ai 2 qui sont dans une boîte qui regardent des prescriptions médicales et qui essaient de guider les patients dans les interactions médicamenteuses, tout ça, une sorte de carnet de santé numérique. Et puis après, il y en a qui sont vraiment dans des entreprises de petite ou de grande taille autour de l'imagerie médicale, donc pour faire un peu la chose qu'ils faisaient avant, parce que vous savez maintenant qu'il y a pas mal d'entreprises privées, on fait quasiment de la recherche de la même façon que dans le milieu académique. Là, je ne vous parle pas des GAFA, même en dessous des GAFA, il y a des entreprises qui ont des services de recherche qui sont très performants. Donc j'ai 2-3 étudiants qui sont dans ces boîtes-là. Voilà, donc, ils font essentiellement ce dont on a parlé, donc ils essaient de trouver des algorithmes qui permettent de voir, déterminer quels patients vont bien répondre à un traitement, ou alors segmenter des lésions, voilà, ce genre de choses. Et juste les étudiants dont tu parles, c'est des étudiants qui ont travaillé avec toi en stage ou qui ont fait une thèse? Alors, là, je parle beaucoup des étudiants qui sont en thèse, parce que moi j'enseigne peu, alors les étudiants avant, je ne les ai pas trop vus. Ils peuvent faire des stages quand même. Ouais, ils font des stages, en général ils continuent, et donc voilà. Voilà, l'avantage, voilà, il y a un truc qui est plus ou moins décrié, c'est le CIR, le crédit impôt recherche, qui fait quand même, en ce moment, les doctorants et les doctorantes qui ont cette formation-là sont facilement recrutés dans le privé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors moi je suis à l'université, donc c'est peut-être je vois plus d'étudiants que vous peut-être. Donc moi j'enseigne dans un master de statistique et maths appliquées, donc c'est assez généraliste. Donc la plupart des gens, des étudiants sortent statisticiens. En fait, ils sont recrutés comme statisticiens. D'ailleurs, ils ont des jobs assez facilement. Il y en a beaucoup qui sortent. Ils n'ont même pas encore fait leur soutenance de master que déjà certains ont déjà leur CDI, quoi. Bon, c'est bien, très 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 bien même. Et voilà. Alors ceux qui veulent faire de l'image, bien il y a quelques modules d'image dans le master qu'on propose, mais c'est pas suffisant pour dire qu'ils sont des spécialistes d'image. Donc ceux qui sont intéressés par ça en général, ils font et qui ont suffisamment de capacité, ils font une thèse. Et en fait, trouver des thèses en imagerie, c'est quand même il y a beaucoup d'offres de thèses. Si vous allez sur des sites d'offres de thèses, genre le GDR ISIS, qui recense des tonnes d'offres de thèses, alors souvent c'est des thèses très appliquées, c'est-à-dire c'est une entreprise, une thèse CIFRE, ou bien une thèse académique, mais avec une visée très très applicative pour travailler dans l'industrie minière par exemple, ou bien le caoutchouc, ou l'océanographie, ou des choses comme ça très spécifiques. Mais voilà, il y a un nombre d'offres qui est impressionnant, donc vous trouverez forcément des offres. Ensuite, il faut avoir évidemment les capacités de le faire et l'envie. Voilà, sachant que quand on sort de thèse, une thèse appliquée comme ça, on n'a pas trop de mal à s'insérer sur le marché de l'emploi. Si on veut continuer dans une carrière académique, pour devenir enseignant-chercheur par exemple, je préfère le dire, même si c'est pas forcément à la gloire de l'université, c'est que c'est difficile maintenant d'avoir un poste tout de suite après la thèse. Ce qui est préconisé, c'est d'aller faire son petit... c'est pas son petit tour du monde, mais aller voir un petit peu ailleurs, faire un post-doc à l'étranger, un an, 2 ans, voire 3 ou 4. En ce moment, c'est plutôt 3 ou 4, avant d'avoir un poste permanent en France. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à être accueilli à bras ouverts à l'université juste après une thèse. Voilà. Ensuite, il y a des post-docs formidables. En Allemagne, par exemple, on peut faire des post-docs en imagerie qui sont super, ou en Angleterre, et ensuite revenir en France pour faire d'autres post-docs éventuellement, ou candidater et avoir un peu de chance pour avoir un poste à l'université. Moi, je suis un peu plus de l'autre côté maintenant. Après les études, la possibilité c'est de monter une boîte aussi. Il y en a qui le font, donc ça marche. Moi, je voudrais bien évacuer cette conception du diplôme. Il faut tel diplôme pour faire tel truc. Je pense que j'aimerais bien que ça disparaisse, cette idée. C'est pas tellement ça qui est important, mais c'est plutôt les compétences qu'on a et qu'on est capable de développer. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on recrute et c'est ça qui nous intéresse. On aime bien les gens qui ont des
On regarde pas le diplôme, on regarde forcément la formation qu'ils ont fait. Donc je distingue la formation et le diplôme. Mais voilà, sur quoi ils ont travaillé, les projets qu'ils ont pu mener. Est-ce que c'est diversifié, est-ce que c'est tout pareil? Après, ça va dépendre des postes qu'on cherche, mais en général, on aime bien quand c'est très diversifié. Parce que ça veut dire qu'on a des gens qui sont a priori assez curieux devant nous et qui ont aussi la capacité d'aller apprendre autre chose. Et dans des petites boîtes comme nous, on a besoin de ça, parce qu'on a besoin de gens qui sont assez transverses, en fait. Donc sur des métiers de data science, on aime bien que les gens savent, on a quand même une forte compétence en développement logiciel aussi. On aime bien qu'ils aient aussi un peu de notion de modélisation, qu'ils comprennent un peu ce qu'ils manipulent comme données. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on va regarder. On va regarder forcément, après principalement basé sur l'expérience, qu'elle soit petite ou grande. Encore une fois, ça dépend des niveaux. Voilà, c'est un peu difficile de donner exactement un profil type. Je pense en tout cas, nous, on essaye de. Il n'y en a pas, et à mon avis, moi j'ai toujours eu cette. Même quand j'étais étudiant, je me dis, mais je trouvais ça complètement débile de dire parce que tu as tel diplôme, tu peux faire ce boulot, si tu l'as pas, tu peux pas. J'ai toujours trouvé ça assez stupide, donc on essaye d'être pareil maintenant qu'on est de l'autre côté, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, principalement. Voilà. Et après, je vais pousser l'entrepreneuriat. Je pense qu'en tant qu'étudiant sorti des études, je pense que c'est des super expériences et qu'il y a plein de choses à faire et que c'est aussi une voie que peut-être on pousse pas assez. Voilà. Petit message personnel. Merci. Alors, il y a un tout petit peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants ? Et en fait, une grosse problématique qu'on avait, c'était obtenir les données. Souvent, en fait, on commence une collaboration avec un médecin et on va avoir du mal à avoir les fichiers ou sinon, on va avoir une image et produire un modèle sur une image, c'est pas très évident. Et du coup, en fait, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça bloquait à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus facilement accès à la donnée. On n'a pas de formation spécifique à ça. Je pense que la plupart de mes collègues, surtout, ils ne savent pas pourquoi ils signent. On leur dit, voilà, on va faire un projet super intéressant, ça va être de l'intelligence artificielle, ça va être de la modélisation, et puis ils ne comprennent pas que leur seul travail, ça va être d'annoter. Et très rapidement, quand ils le comprennent, ça ne les intéresse plus. C'est pas un travail... hélas, pour nous, c'est vraiment pas un travail intéressant. Hein. C'est-à-dire que contourer une tumeur qu'on voit... Nous, en un quart de seconde, et passer 4 heures à faire du pixel par pixel. Ce qui est très triste, c'est que du coup, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est-à-dire de dire, voilà, tel pixel, c'est la tumeur, ça, c'est pas de la tumeur. Après, on peut former des gens sur des tâches spécifiques, et c'est ce qu'on fait pour certaines problématiques. Mais oui, non, le problème, c'est que c'est... Voilà, c'est pas passionnant. Après, nous, parce que nous, on a cette problématique-là, clairement, encore plus quand on est une boîte privée, parce que c'est très surveillé, c'est très regardé. Le principal problème, il est réglementaire. Le fait que ça soit difficile de partager des données, et le fait que les hôpitaux, maintenant, ne veulent plus mettre à disposition des données, ils veulent bien les vendre, éventuellement, mais ils ne veulent plus les mettre à disposition. Donc, il faut arriver à monter des projets de recherche, il faut... arriver à faire des choses comme ça, mais c'est devenu... et c'est principalement pour ça. En tout cas, nous, dans des projets de recherche, là, on y arrive, c'est pas tellement la question. Mais dès que l'hôpital voit que dans ce projet de recherche, il y a une entreprise, ça coince un peu, là. Et donc, il faut arriver à montrer plein de choses. Et après, je vais très, très rapidement, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, aujourd'hui... Quand vous développez un logiciel sur de l'imagerie médicale, si vous voulez un jour le vendre, il y a un tas de certifications à passer.
En ce moment, c'est très très compliqué. Je vous passe les détails. Et bien souvent, si un hôpital accepte à travers un projet de vous partager des données, il dit par contre ça, tu pourras pas l'utiliser pour faire ton marquage, tu pourras pas l'utiliser pour commercialiser. Donc nous, ça nous arrange absolument pas du tout. On veut bien faire de la recherche, mais il y a un moment, il faut qu'on arrive à vivre quand même. Donc ça, c'est une des principes. Enfin voilà, c'est en tout cas nous, en tant qu'entreprise privée, c'est le principal frein à avoir des données. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on rencontre des médecins, à se dire on va lancer un projet, ça va être génial, on va faire ça, on commence, c'est trop bien, on va trouver un stagiaire et tout ça. Bon, on peut commencer à bosser, on a les données, non, c'est coincé, il va falloir 1 an pour les avoir. Donc le stagiaire, il repart et il n'a pas vu sa donnée, quoi. Oui, alors bon, ça c'est pas du tout ma partie, mais pour nos tutelles administratives, ils ont pris conscience qu'ils étaient assis sur une mine d'or, c'est-à-dire que concrètement toutes ces données, si elles sont bien annotées, ça va servir à mettre au point des logiciels, et en particulier quand il y a des entreprises privées, ces logiciels c'est des produits. Et donc du coup, là où ils font très attention, et je leur en suis reconnaissant, c'est de s'assurer qu'on ne serve pas à mettre au point un produit qui demain nous sera vendu. Oui, forcément, vous avez annoté, allez, je vais être très optimiste, 10 000 scanners. Vous avez un logiciel qui marche plutôt pas trop mal, mais derrière, le travail de développement va se continuer. Vous avez un accord pour l'utiliser gratuitement, bien sûr, puisque vous avez aidé à le mettre au point, mais une fois qu'il y aura eu 15 000 scanners à noter ou 20 000 scanners à noter, ça ne sera plus la même chose. Est-ce que vous aurez encore le droit de demander à accéder gratuitement au logiciel, sachant que sans vos 10 000 premiers, ils n'en seraient pas là? Et voilà. Et là, les choses, il y a du flottement. Donc là, pour l'instant, après avoir eu des portes ouvertes en disant l'intelligence artificielle, c'est excellent, on s'aime tous, venez, etc. Là, c'est vrai qu'on est de l'autre côté du balancier avec des tutelles qui sont beaucoup plus sur la défensive. Et bon, voilà, encore pour finir sur une note d'optimisme, on va trouver la solution. Et c'est une solution qui n'est pas si simple que ça. C'est encore sur le plan réglementaire, c'est que quand vous passez des certifications, vous validez un algo. Et donc du coup, il y a paradoxalement, si vous êtes dans un centre expert, qui peut continuer à noter des données en même temps qu'il utilise votre algorithme, c'est-à-dire que typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'algorithme, si on le règle de manière assez sensible, il va nous pointer des lésions qui n'en sont pas. Si on lui dit ça, c'est pas une lésion, on pourrait envisager de continuer à le mettre à jour automatiquement, sauf que ça, réglementairement, on n'a pas le droit. Donc là, et c'est très dommage. Donc il y a vraiment sur le plan réglementaire des choses à faire là-dessus, parce que ça motiverait les radiologues au quotidien, et ça serait facile, puisque ça serait lors de notre activité clinique qu'on continuerait à éduquer les algorithmes un peu sur le modèle des CAPTCHA. Voilà, pour accéder à la page suivante, je clique sur les feux de circulation. Voilà. Et pour le coup, là, la réglementation, elle ne va vraiment pas dans le bon sens. Donc, pas du tout, voilà. Pas du tout. Mais c'est un balancier, ça. Je veux bien quand même rajouter un truc, c'est des données patients. Donc ça me paraît normal qu'on fasse pas n'importe quoi avec. Voilà. Donc, oui, non, mais ça, la question est effectivement, c'est pas open bar. En gros, je sais qu'il y a une tendance qui dit il faut qu'on mette tout à disposition. La réponse, c'est en tant que patient, je veux pas que mes données soient n'importe où. Voilà. En fait, on doit s'arrêter là parce qu'il y a une table ronde qui est sur le point de commencer, une autre. Donc, je remercie tout d'abord les intervenantes de la table ronde d'avoir accepté d'être là et d'avoir eu cette discussion que j'ai trouvée très intéressante. J'espère que vous aussi. Si vous voulez poser d'autres questions, en fait, on peut continuer la discussion à l'espace. Match en haut de l'escalier. Voilà, si vous avez d'autres questions, on peut rester quelques minutes encore là-bas. Voilà, merci.